Donc, bonsoir à tous, bienvenue. Parmi vous, il y a des personnes qui sont déjà des thérapeutes ou des praticiens installés. Il y a des personnes qui sont des futurs praticiens et il y a aussi des personnes qui sont simplement intéressées par le sujet. Donc, je vais m'adresser un petit peu à tout le monde. Et donc, ne soyez pas choqués aussi si j'utilise parfois le terme de client parce que dans le cadre des soins non réglementés, on n'a pas le droit justement d'utiliser le mot patient. Donc, on a l'obligation d'utiliser le mot client. Donc, voilà. Même si ça fait un peu bizarre pour certains, c'est la loi. Donc, Conscientia, la méthode innovante qui lève blocage et résistance grâce aux 3 piliers que sont la psychologie, la spiritualité et les neurosciences. On va voir ensemble les 4 facteurs responsables des blocages dans la vie et dans le processus thérapeutique. On va voir le pilier psychologie, notamment avec les travaux du docteur Claude Imbert sur les mémoires prénatales et la naissance, et de Bert Hellinger sur le transgénérationnel. On va voir aussi le pilier spiritualité, alors au sens large, il s'agit simplement de prendre de la hauteur sur la situation pour comprendre autrement. Le pilier neurosciences, donc avec une écoute du corps et des techniques d'intégration de l'information par le cerveau pour déverrouiller les résistances et optimiser les résultats. Et l'union de ces 3 piliers qui permet une méthode complète, profonde et efficace qui permet de lever les 4 facteurs de blocage. Je ferai une petite aparté sur le choix du nom Conscientia. Pour ceux que ça intéresse, je parlerai rapidement des formations courtes ou longues que je propose et je prendrai un temps pour répondre à toutes vos questions. Donc, qui suis-je? Je suis Edwige Machelard, créatrice, praticienne et formatrice en sophroanalyse Conscientia. Et pour un rapide regard sur mon cursus, moi, avant, j'étais chimiste. J'ai entamé ma reconversion professionnelle avec les constellations familiales en 2012. Et ensuite, un peu par hasard, j'ai fait une formation de formateur, au cas où ça me serve un jour. Les constellations familiales, c'est vrai que c'était une technique assez extraordinaire que j'ai éprouvée sur moi et que j'ai pu constater aussi en faisant pas mal de séances pour vérifier que ça fonctionnait bien. Mais assez rapidement, je me suis rendu compte que c'était insuffisant d'avoir un seul outil pour vraiment se lancer et vivre de cette activité. Donc, je me suis formée sur la technique qui avait aussi fonctionné sur moi, qui est la sophroanalyse des mémoires prénatales de la naissance et de l'enfance. Donc ça, c'était en 2013. Dès les premiers modules, j'ai commencé à faire des conférences, à trouver des volontaires, à recevoir des clients. Et à la fin de ma formation, mon cabinet était plein. Donc, c'est vraiment ça qui m'a permis de me lancer vraiment, de vivre de cette activité. Sachant qu'en plus, comme c'est un accompagnement complet avec des libérations à chaque séance, les gens y reviennent parce qu'ils veulent continuer à se libérer. Quelques années plus tard, je me suis formée en NERTI, nettoyage émotionnel rapide des traumatismes inconscients. Là, on est plus sur l'aspect neurosciences. Ensuite, j'ai été assistante de formation en sophroanalyse de l'éveil, ce qui m'a permis de voir aussi ce que cette formatrice apportait de différent à la sophroanalyse. Et puis, dernièrement, je me suis formée en EMDR-DSA. Donc, j'ai maintenant 11 ans d'expérience en cabinet. Et ce qui m'a vraiment aussi construit professionnellement, c'est mon propre cheminement intérieur en sophroanalyse essentiellement, parce que en gros, c'est la seule technique qui marchait sur moi. Et j'ai démarré avec des grosses résistances, j'en parlerai un petit peu tout à l'heure. Donc, j'ai galéré, j'ai arrêté, j'ai repris, j'ai persévéré, et c'est ça qui m'a permis de m'en sortir. Et du coup, j'ai développé une acuité, un intérêt pour cette notion de résistance. Et c'est comme si tout ce que j'avais appris après, dans mes diverses formations, c'était pour mieux apprendre à les détecter et les déverrouiller. Et c'est comme ça que, naturellement, j'ai développé cette expertise sur les blocages et c'est ce que je transmets à mes élèves en formation. Et c'est ce qui m'amène à vous faire cette conférence aujourd'hui. On va passer maintenant aux 4 facteurs responsables des blocages dans la vie et dans le processus thérapeutique. Alors, en fait, tous les blocages sont associés à des croyances verrouillantes. Donc, on va se mettre déjà d'accord sur le vocabulaire. Qu'est-ce qu'une croyance ? Une croyance, c'est une pensée associée à de l'énergie, une pensée énergétisée. Par exemple, je suis nul. Mais attention, je peux tout à fait avoir la croyance je suis nul et avoir aussi, dans d'autres occasions, la croyance j'ai de la valeur. Et selon les circonstances, selon les événements qui vont se passer, il y a tantôt l'une ou tantôt l'autre qui va être activée.
D'accord? Et ce qui peut expliquer un certain nombre de paradoxes. Ou parfois qu'on se dise, oh là là, je suis vraiment nulle. Mais non, pourtant, je suis bien. Et oui, c'est pas l'un ou l'autre, ça peut être les deux. Alors, on va rester sur l'exemple de la croyance je suis nulle. Si je suis nulle et que je vais, par exemple, passer un entretien d'embauche. Donc, c'est un événement qui va activer l'émotion, la peur. Et cette peur, cette émotion va avoir un impact sur mon comportement. Par exemple, je vais avoir la boule au ventre ou je vais chercher à donner une bonne image de moi. C'est-à-dire qu'on n'a pas le même comportement si on arrive avec la peur au ventre ou si on arrive complètement confiante et détendue. D'accord? Donc, j'ai donné l'exemple d'une boule au ventre, mais pour d'autres, ça va être devenir tout rouge, pour d'autres, des palpitations cardiaques, ou encore les mains moites, ne plus arriver à réfléchir. Et on retrouve souvent cette envie de donner une image de soi ou de répondre aux attentes supposées de l'autre. Voilà. Et imaginons, je passe donc mon entretien d'embauche et je sors de l'entretien. Et je commence déjà à ruminer, à me répéter des trucs dans la tête. Mais pourquoi j'ai dit ça? Oh là là, mais j'aurais dû dire ça, mais etc. Et je me fais mon petit bilan comme ça dans ma tête en concluant que vraiment je suis nulle. Et c'est ça, la particularité d'une croyance, c'est qu'elle se reconfirme. Et à chaque fois qu'il va y avoir un événement qui va reconfirmer, eh bien ça va renforcer la croyance. Voilà, donc imaginez le 20e entretien que je rate, je me dis toujours la même chose, je suis nulle, mais pas avec la même intensité. C'est beaucoup plus puissant parce qu'il y a 20 preuves que je suis nulle. Alors là, j'ai donné l'exemple d'entretien d'embauche, mais ça peut être aussi, je me dispute avec mon conjoint, donc je suis nulle, ou alors ma meilleure amie qui me parle de sa réussite, ou bien encore une petite maladresse, hop, je me renverse son café dessus, oh là là, je suis vraiment nulle. Donc tous ces petits événements de la vie quotidienne, parfois, vont venir renforcer cette croyance. Rassurez-vous, on a aussi des croyances aidantes qui nous amènent, elles, dans un chemin d'ouverture, d'épanouissement, et qui se renforcent également. Donc tout l'enjeu, évidemment, du processus thérapeutique, ça va être de transformer ces croyances limitantes en croyances aidantes. Alors, donc, maintenant, les croyances verrouillantes. Une croyance verrouillante, c'est celle qui va aller à l'encontre du processus thérapeutique. Je vais vous donner des exemples. Quelques exemples parmi d'autres. La croyance « j'y arrive pas ». Donc, c'est le cas d'une cliente. Elle a l'impression, à chaque fois qu'elle fait quelque chose dans sa vie, qu'elle n'y arrive pas. Donc, sa vie, selon elle, est une succession d'échecs. Et évidemment, quand je propose des exercices, elle n'y arrive pas. Comme elle n'y arrive pas et dans la vie et dans le processus thérapeutique, évidemment, ça va à l'encontre du processus thérapeutique. Donc, il faut y aller autrement. Autre croyance, personne ne peut m'aider, je suis livrée à moi-même, je dois me débrouiller tout seul. Donc, vous comprenez bien que si personne ne peut m'aider, le thérapeute ne fait pas exception. Ça, c'est une croyance que j'avais et donc je cherchais à démontrer au thérapeute que de toute façon, son truc, ça ne marcherait pas sur moi. Alors, évidemment, ça prend un petit peu plus de temps pour s'en sortir. Autre croyance, le bonheur, ça se paye cher. C'est-à-dire que si je deviens heureux, c'est sûr que quelque chose de terrible m'attend après. Donc la personne qui a cette croyance à l'intérieur d'elle, elle va essayer de pas trop être heureuse quand même. Parce que sinon, c'est dangereux en fait pour elle. Voilà, autre croyance qui peut se rapprocher, avancer, c'est dangereux. Ça là, on la retrouvera un petit peu tout à l'heure. Ou encore, si j'avance, c'est au détriment de quelqu'un. Donc là, c'est pareil. Si j'avance, ça fait souffrir quelqu'un. C'est problématique pour avancer. Autre exemple, je ne mérite pas d'être heureux. Alors, soit parce qu'il y a trop de gens qui souffrent sur Terre ou autour de moi, ou les deux. Donc, pour moi, pourquoi je serais heureux, moi, donc, il y a une notion d'injustice là-dedans. Ou bien, une image tellement sombre de moi-même que je ne mérite pas du positif. Et là, on est plutôt sur la culpabilité. Donc, les croyances verrouillantes vont à l'encontre du processus thérapeutique et on trouve leur origine dans les 4 facteurs de blocage qu'on va voir maintenant. Premièrement, la culpabilité, où on va trouver notamment cette croyance dont je vous ai parlé, « je ne mérite pas d'être heureux ».
Alors, je vais vous parler d'une cliente que j'ai accompagnée dans mes débuts. Elle me raconte que quand elle était petite, eh bien, elle était dans une voiture avec ses parents et sa sœur. Et puis, elle chahutait un petit peu avec sa sœur. Sauf que le papa qui conduisait, il commence à s'énerver un petit peu, à dire bon les filles ça suffit, une fois, deux fois, trois fois. À un moment il s'énerve un bon coup, il se retourne, bon ça suffit maintenant. Et là c'est le drame, il se prend un camion. Le père meurt sur le coup et la mère est vraiment en mauvais état et sur le point de mourir. Quand les secours arrivent, ils voient la mère en se disant qu'ils ne pourront pas la sauver, mais tout d'un coup, il y en a un qui voit que les deux petites à l'arrière sont saines et sauves. Et du coup, il décide de tout faire pour la sauver, la mère. Et ils y arrivent, sauf que elle se retrouve dans une chaise roulante avec des souffrances physiques terribles. Alors, je vous laisse imaginer la culpabilité de la petite fille. Voilà. Donc, non seulement je ne mérite pas d'être heureuse, mais c'est même, je mérite de souffrir. Et d'ailleurs, elle souffre de fibromyalgie. Donc, au niveau médical, des analyses, il n'y a rien, mais elle souffre. Et ça la limite, ça la bloque dans sa vie de manière très forte, puisqu'elle elle évalue ses douleurs à 8 sur 10, en précisant qu'elle n'est pas du genre à se plaindre. Alors, je prends cet exemple qui est un petit peu costaud, c'est un cas d'école, mais rassurez-vous, en fin de thérapie, elle arrive entre 0 et 1 de douleur. Donc voilà, elle va bien maintenant. C'est pour ça que je me permets de donner ton exemple aussi, c'est parce que ça donne espoir. Autre exemple, beaucoup plus courant, mes parents ne voulaient pas de moi, donc j'ai même pas le droit d'être là. Alors si j'ai pas le droit d'être là, évidemment, il va de soi que je ne mérite pas d'être heureuse non plus. Hein. Exemple encore pire, mes parents ne voulaient pas de moi et ma mère a voulu me faire partir. C'est une tentative d'IVG. Enfin, tentative, évidemment, parce que ça n'a pas fonctionné, sinon ma cliente ne serait pas là. Donc là, c'est une culpabilité renforcée parce qu'il y a eu vraiment une action dans la matière pour la faire partir et elle est restée malgré tout. Donc là, c'est assez terrible. Alors, à votre avis, est-ce que ça pourrait être pire que ça? Alors, sachant que ma cliente qui souffrait de fibromyalgie, c'est ce qu'elle avait retrouvé en séance. Hein. Et oui, il y a pire, et c'était son cas à elle, c'est que pendant cette tentative d'IVG, eh bien, elle avait un jumeau qui, lui, est mort pendant cette IVG. Et ça a été terrible pour elle quand elle a retrouvé ça en séance. Là, c'est par culpabilité du survivant, elle a décidé de prendre toute la souffrance de son jumeau. Et donc, dans son corps, elle a pris toute la souffrance de son jumeau. Donc, perte d'un jumeau lors d'une tentative d'IVG. Et donc, elle a pris la souffrance de son jumeau de la même manière que plus tard, lors de l'accident, elle avait décidé de prendre la souffrance de sa mère. Donc, évidemment, je vous donne un cas d'école qui est assez terrible. C'est bien sûr rare d'avoir autant de cumul, mais c'est pour que vous compreniez bien. Donc là, en tout cas, la même personne a vécu tout ça. Il y a également dans les culpabilités des choses qu'on retrouve qui sont liées à ce qu'on appelle des vies du passé, vie parallèle, où l'inconscient de la personne estime que c'est tellement terrible ce qu'elle a fait dans des vies d'avant qu'elle ne peut pas se pardonner et qu'elle doit se punir. Donc évidemment, l'idée d'être heureux, c'est même pas la peine. Alors, mon positionnement par rapport aux vies antérieures, vie du passé, vie parallèle, etc., c'est qu'on ne va pas chercher à aller voir si c'est vrai ou pas vrai. Ce qui est important, c'est que l'inconscient de la personne y croit. Et je précise l'inconscient de la personne parce qu'il y a des personnes qui n'y croient pas et qui retrouvent quand même une séance où manifestement, ce n'est pas de cette époque. Déjà parce que des fois, elles ne sont pas du même sexe. Et puis, de toute façon, le décor ne correspond pas à ce qu'on vit aujourd'hui. Mais ce qui est important, c'est que l'inconscient croit qu'il s'est passé ça, que c'est terrible et que ça a des conséquences dans la vie d'aujourd'hui. Et c'est ça qu'on va traiter. D'accord? D'ailleurs, pour parler de cette cliente qui souffrait de fibromyalgie, je me souviens un jour, elle arrive à mon cabinet et elle me dit non mais écoutez Edwige, c'est pas possible tout ce que j'ai vécu. La tentative d'IVG, j'ai perdu un jumeau, machin. Elle se rappelait que de l'accident de voiture. Elle me dit c'est pas possible. Alors, moi, qui suis-je pour lui affirmer que c'est ce qu'elle a trouvé en séance, ça s'est vraiment passé? Ben non, je ne peux pas. Donc, j'ai répondu par une autre question. Et vos douleurs, c'est comment? Ah ouais, c'est vrai que ça va mieux. Voilà.
Donc, ce qui est important, c'est ce que croit l'inconscient. Autre facteur responsable des blocages dans la vie et le processus thérapeutique, c'est la naissance. Imaginez, je suis un bébé en train de naître, mais je me retrouve complètement bloquée. Donc j'essaie d'avancer, ça bloque, ça coince, je m'épuise, je reprends mon souffle, j'y vais, mais ça coince toujours, j'y arrive pas. Ouais, mais bon, du coup je m'arrête, j'en peux plus, mais c'est quand même, si je reste coincée là, je vais mourir, donc je continue quand même, etc. Et à un moment, je m'épuise, j'ai plus de jus, c'est le désespoir. Et là, au moment où je m'attends à mourir, il y a un truc qui me fait super mal à la tête, je suis à la fois extirpée violemment et sauvée de cette impasse. Je viens de naître par forceps. Et pour Stéphane, à qui c'est arrivé, eh bien, à chaque fois dans sa vie qu'il doit dépasser quelque chose de nouveau, donc un changement, eh bien, il fait beaucoup d'efforts. C'est l'angoisse, ça coince. Il se rend bien compte que tout seul, c'est au-dessus de ses capacités. Et ça fait mal. Et même physiquement, il a des douleurs physiques. Mais il a vraiment besoin de quelqu'un pour l'aider, pour le soulager. Et c'est comme s'il rejouait sa naissance à chaque fois. Donc là, on retrouve la croyance verrouillante, avancer, c'est dangereux. Alors, imaginez maintenant un cas de figure où, pendant la naissance, il y a eu aussi de la culpabilité. Alors là, c'est le jackpot. Hein. Par exemple, imaginez, je suis un petit bébé, je suis tranquille dans le ventre de ma mère, prête à sortir, et là, je suis agressée par quelque chose de tranchant. J'ai peur de mourir, on m'arrache à ma mère, on décide de faire à ma place comme si j'étais pas capable toute seule. Et en plus, ma mère, elle est inerte. Elle est morte. Et c'est ma faute. C'est un choc sans préavis. Je suis en colère, terrifiée et je culpabilise. Je viens de naître par césarienne. Et cette cliente, eh bien, toute sa vie, elle avait la sensation d'avoir fait quelque chose de grave, comme si elle devait réparer quelque chose en permanence. Et sans savoir pourquoi. Alors évidemment, la mère, elle n'est pas morte. Hein, c'était juste qu'elle était sous anesthésie générale. Mais de son point de vue de bébé, elle ne le savait pas. Personne ne lui a expliqué. Donc on retrouve là justement cette croyance, si j'avance au détriment de quelqu'un d'autre. Alors cette croyance, je l'ai retrouvée auprès d'une autre cliente qui, elle, est née par voix basse. Elle a retrouvé ça en séance. À chaque fois qu'elle avançait, elle entendait les hurlements de sa mère. Elle disait « Oh punaise, je fais souffrir ma mère ». Donc, se sentant coupable, eh ben, elle avait un mouvement de recul, mais en même temps, il y a des contractions qui poussent, donc elle continue à avancer, et sa mère crie, et du coup, elle veut reculer, et oui, mais du coup, si j'avance pas, je vais mourir, donc j'avance quand même, mais ça fait souffrir ma mère, enfin bref. Et le pire dans tout ça, c'est que plus elle a ce mouvement de recul, plus l'accouchement est long, plus ça fait souffrir sa mère, enfin, vous imaginez le tableau. Et ce qui est impressionnant, c'est que dans sa vie, à chaque fois qu'elle voulait prendre une décision pour avancer dans sa vie, et ben ça faisait souffrir quelqu'un d'autre dans son entourage. À tous les coups. C'est incroyable. Donc, vous voyez le problème, c'est que la naissance, c'est le premier changement de notre vie. Et l'impact, c'est la façon dont nous vivons les autres changements de notre vie. Et notamment le changement attendu par le client. Donc, je fais une thérapie parce que je veux changer, avancer dans ma vie, mais pour moi, dans mon inconscient, le changement, c'est dangereux ou culpabilisant. Vous voyez le problème dans le processus thérapeutique. Voilà. Donc, si on ne traite pas la naissance rapidement, ça va être difficile d'avoir un vrai changement. En tout cas, pour les personnes pour lesquelles la naissance est associée à des croyances verrouillantes. Troisième facteur responsable des blocages dans la vie et dans le processus thérapeutique, les traumas. Un trauma étant un événement et le traumatisme étant les conséquences de l'événement. Donc là, on est au niveau des peurs archaïques qui sont gérées par le cerveau reptilien responsable de la survie. Donc le cerveau reptilien, c'est celui que vous voyez sur le schéma en bleu. Là, donc, on est vraiment sur la peur de la mort qui prend le dessus, du coup, le cerveau reptilien prend le dessus sur le cerveau limbique qui est en jaune et sur le néocortex. Donc, le cerveau reptilien, on ne peut pas lui parler avec des mots parce que le langage est au niveau du néocortex. Et comme le cerveau reptilien est responsable de la survie, il prend le dessus sur tous, il devient prioritaire, mais il faut lui parler avec son langage à lui. Et c'est ce qu'on va faire avec les neurosciences.
Le problème du trauma, c'est qu'il entraîne le figement. C'est-à-dire que, en fait, en cas d'agression, on peut avoir 3 façons de réagir. Soit on a l'énergie qui arrive pour fuir, soit pour combattre, si on pense qu'on en est capable, soit le figement. Donc, le trauma, c'est quand on est dans le figement. Et ce figement, évidemment, vous l'avez compris, c'est l'opposé du fait d'avancer. Donc, exemple de trauma, on en a vu déjà quelques-uns, certaines naissances, les violences physiques, que ce soit dans l'enfance, les cas de maltraitance, mais également un accouchement qui s'est mal passé ou une agression, abus sexuels, bien entendu, abandon, accident, etc. Là, je vous ai donné les principaux, bien entendu, il y en a d'autres. Et le transgénérationnel. Bert Hellinger, c'est un psychothérapeute allemand qui vivait du coup de l'époque de l'Allemagne nazie. Alors lui, pendant ce temps-là, comme il n'était pas trop d'accord avec l'idéologie, il a quitté l'Allemagne. Et quand il est revenu, eh bien, il a travaillé notamment sur les enfants des nazis. Il s'est rendu compte que ces enfants portaient la culpabilité non assumée de leurs parents. C'est-à-dire qu'ils sabotaient leur vie à eux, tellement c'était terrible ce que leurs parents avaient fait. Alors que c'était pas eux qui avaient fait du mal aux autres. Voilà, ça c'est un exemple. C'est un exemple de culpabilité dans le transgénérationnel. Mais dans le transgénérationnel, on peut trouver d'autres choses. Par exemple, une séance que j'ai accompagnée donc d'une cliente où la séance bloquait et associée à ce blocage, il y avait l'image de son grand-père paternel. Son grand-père, en fait, il ne voulait pas d'enfant. Donc c'est comme si pour son grand-père, son père n'avait pas le droit d'exister. Donc de facto, ma cliente non plus. Donc pas le droit d'exister, pas le droit d'avancer non plus, ou d'être heureux, ou d'avancer dans le processus thérapeutique. Autre exemple, je vais prendre le mien. Edwige est ma tante, donc. Donc ma grand-mère a eu notamment 2 enfants, mon père et ma tante. Sauf qu'il y a eu un drame dans la famille, c'est que ma tante est décédée à 12 ans d'une hydrocution. Donc moi, je ne l'ai jamais connue. Mais j'arrive dans la famille 13 ans après le drame. Et 13 ans après le drame, eh bien, ma grand-mère et mon père, ils sont toujours dans la souffrance. Ils n'ont pas complètement fait le deuil. Et moi, en arrivant là, alors ça s'est passé de manière totalement inconsciente, bien sûr. Si on me l'avait raconté avant, j'aurais bien rigolé. Mais ce qui s'est passé au niveau inconscient, que j'ai retrouvé, c'est que, sentant la souffrance de mon père et de ma grand-mère, j'ai voulu, pour leur faire plaisir, pour les réparer en quelque sorte, pour les sauver, remplacer ma tante morte. Quelle belle idée. Du coup, évidemment, ça a créé un petit problème d'identité puisque je cherchais à être une personne qui n'était pas moi et que je ne savais pas qui c'était, comment elle était. Et surtout, le problème quand on remplace un mort, eh bien, quelque part, de manière inconsciente, on cherche à mourir, à se détruire. Voilà, donc j'avais des autosabotages très forts, de l'autodestruction même. Donc moi, la façon dont ça s'exprimait chez moi, c'était de la boulimie. Donc avec des crises sous forme de pulsions incontrôlables. Si un jour j'arrivais à me contrôler, ben, le lendemain c'était double dose. Hein, donc voilà, j'ai vite compris que ça servait à rien. Par contre, le problème, c'était dans le processus thérapeutique. Au fur et à mesure que j'avançais dans la thérapie que je faisais, eh bien mes crises empiraient. Je sentais quelque part que j'allais de mieux en mieux, mais c'est comme si mon inconscient n'était pas d'accord avec ça. Donc, il me tirait vers le bas pour bien me maintenir en négatif, quoi. Voilà, jusqu'au jour où ça a été mis en lumière et ça a disparu du jour au lendemain. Donc, plus de crise du jour au lendemain. Je vous laisse imaginer la transformation. C'était plutôt sympa. Alors, je fais un petit résumé. Les croyances verrouillantes vont à l'encontre du processus thérapeutique et on trouve leur origine dans les 4 facteurs de blocage, notamment la culpabilité, la naissance, les traumas et le transgénérationnel. Alors, il y en a d'autres que j'ai identifiés, mais je vous parle des 4 principaux. Alors, la clé, c'est de libérer les croyances verrouillantes à leur origine. Leur origine, vous l'avez compris, c'est le transgénérationnel, la naissance, les traumas et la culpabilité qui peut avoir différentes origines. C'est là qu'on va s'appuyer sur les travaux du docteur Claude Imbert avec les mémoires prénatales et la naissance et de Bert Hellinger avec le transgénérationnel. Notre fonctionnement tient sur 2 axes, donc l'axe transgénérationnel ou familial et l'axe personnel. Donc dans l'axe transgénérationnel, on va retrouver tous les événements
qui n'ont pas été digérées dans notre histoire familiale sur plusieurs générations. Donc, je vous ai mis un petit ovule et un spermatozoïde parce que c'est à partir de ce moment-là qu'on va les prendre, puisque dans le spermatozoïde, on va avoir l'histoire du père et dans l'ovule, l'histoire de la mère. Et quand je dis l'histoire, c'est l'histoire au niveau de l'ADN, puisque l'épigénétique a démontré que notre ADN est modifié en fonction de nos expériences de vie. Donc, en recevant l'ADN de notre père et de notre mère, on reçoit l'histoire familiale. Ce qui est important, c'est de comprendre aussi que toutes ces choses qui n'ont pas été digérées, ça fait un peu comme des boulets hein, qu'on se partage entre frères et sœurs, entre cousins, cousines, mais on ne va pas forcément porter tous les mêmes boulets. En fait, on va porter les boulets qui vont entrer en résonance avec notre axe personnel, où sur l'axe personnel, on retrouve les événements que nous avons vécus, nous. Donc, il va y avoir des ponts comme ça, entre les deux, qui vont amplifier le phénomène, en fait. Ça va rentrer en résonance, ça va être encore plus fort. Par exemple, moi, quand j'étais petite, j'étais séparée de ma mère à 2 ans et demi, et je l'ai retrouvée à mes 5 ans. Et donc, ça a été vécu comme un abandon. Alors ça, c'est ce que j'ai retrouvé en thérapie, mais évidemment, avant, on m'aurait dit que j'en avais souffert, j'aurais dit n'importe quoi. Mais cet abandon, il a été vécu d'autant plus fort que ma mère a été séparée de sa propre mère. Donc, on retrouve cette notion d'abandon sur l'axe transgénérationnel. Sauf qu'elle, c'était pendant plus de 15 ans. Hein. Donc, pour l'axe transgénérationnel, j'en ai déjà parlé un petit peu tout à l'heure. Et pour l'axe personnel, on s'appuie sur les travaux du docteur Claude Imbert, donc les mémoires prénatales et la naissance. Le docteur Claude Imbert, donc, elle était cancérologue et sophroanalyste. Et à l'époque, on savait déjà que les problèmes qu'on vit dans notre vie d'adulte ont comme origine ce que nous avons vécu dans notre enfance. Mais elle a découvert que 80% de ce qu'on vit dans notre enfance est déjà une répétition de ce que nous avons vécu avant la naissance et pendant la naissance. Et là, donc ça, c'est dans les années 90 qu'elle a créé donc le décodage des mémoires prénatales. Et donc là, on en est à plus de 30 ans de recherche et d'évolution sur ce sujet. Et le docteur Claude Imbert, elle a écrit plus d'une dizaine d'ouvrages, dont L'avenir se joue avant la naissance, Un seul être vous manque, auriez-vous eu un jumeau, Guérir les secrets de vos mémoires d'embryon, etc. Et c'est vrai que c'est ces travaux qui sont à l'origine de cette notion de jumeaux perdus dans le ventre. Elle a découvert qu'on est très nombreux, beaucoup plus que ce qu'on pensait, à avoir perdu un jumeau. Je vais revenir à cette cliente qui souffrait de fibromyalgie. Donc, tout a commencé quand elle était petit embryon et que sa mère a découvert qu'elle était enceinte. Donc déjà, vous imaginez bien que si sa mère a tenté un IVG après, c'est que quand elle a découvert qu'elle était enceinte, ça ne devait pas être la super joie. Donc, déjà, cette cliente, au moment où sa mère découvre qu'elle est enceinte, il y a une première culpabilité. Punaise, je suis là et elle n'est pas contente que je sois là, je fais du mal à ma mère. Comme je vous ai montré que les croyances se reconfirment, ça s'est évidemment reconfirmé et renforcé au moment où il y a cette tentative d'IVG et la mort du jumeau. Donc, culpabilité de rester par rapport à sa mère et culpabilité du survivant par rapport au jumeau. Évidemment, ça s'est encore renforcé au moment de la naissance, parce que la naissance, c'est vraiment le moment où elle est arrivée au monde. Donc, elle s'impose encore plus à sa mère qui ne veut pas d'elle. Donc, la culpabilité est terrible, hein, vous imaginez. La naissance, ça n'a pas été super fluide. Et ça s'est encore renforcé au moment de l'accident, où elle a encore revécu sous l'aspect culpabilité. Alors que, en tant que petite fille, elle aurait tout à fait pu se dire « Mon père a complètement pété les plombs, là. Pourquoi mon père s'est mis dans un état pareil? Pourquoi il s'est retourné alors que c'est lui qui est responsable du véhicule ?» Elle aurait pu interpréter l'événement comme ça. Mais non, elle s'est dit que tout était de sa faute. Parce qu'il y avait déjà une empreinte de culpabilité chez elle. Vous voyez? Et évidemment, cette empreinte de culpabilité s'est encore reconfirmée, renforcée jusqu'à l'adulte qu'elle est aujourd'hui. Évidemment, il y a eu toutes ces vies du passé. Alors, je vous ai mis une image un petit peu glauque parce qu'évidemment, c'est des causes de culpabilité. Donc, on n'est pas sur des trucs très sympas, mais qui sont à l'image de la culpabilité qu'elle a aujourd'hui.
Donc finalement, dans son corps, oui, j'ai mis des ronds là comme des bulles de souffrance physique, mais derrière toutes ces bulles de souffrance aussi psychique, il y a tous ces événements qui sont en elle, un peu comme les poupées russes. Donc vous l'avez compris, si on s'arrête à l'événement dont la cliente se rappelle, qui est l'accident, bien sûr, on va travailler sur une cause de culpabilité. Mais si on ne va pas voir ceux dont elle ne se rappelle pas, qui sont tous les autres, on passe à côté de l'essentiel. Donc, en sophroanalyse consciencia, on va aller à l'origine. Et on va aller voir qu'est-ce qui s'est passé, comment ça a été interprété. Quelle croyance a été mise en place à ce moment-là, avec quelle émotion, quel comportement elle a mis en place, comment ça a bouclé dans sa vie, comment cette croyance s'est renforcée dans toute sa vie. La boucle rouge, c'est la même. Hein. Voilà. Donc, et on arrive comme ça à une adulte complètement coincée, alors plus ou moins selon le côté verrouillant des croyances. Donc, il ne reste plus qu'à changer les croyances en croyances aidantes. Alors, là, c'est la grande question, comment on va faire pour faire ce changement de croyance? Le premier outil qu'on va utiliser, c'est le bon sens. Pour vous illustrer cet outil, je vais vous montrer un extrait de séance. Donc, c'est seulement un extrait. La séance réelle a duré plus d'1 heure. Là, je vais vous montrer un extrait de 10 minutes pour que vous vous rendiez compte un petit peu de comment on peut utiliser le bon sens pour changer les croyances. Alors, pour ça, je vais faire appel à une amie qui est venue ici et qui va jouer le rôle de Marie. Donc, il te suffira de juste lire le texte. Alors, petit changement de place parce que là, je suis assise sur le fauteuil de la cliente. Donc, vas-y Corinne. Bonsoir. Bonsoir. Donc, ce soir, tu ne t'appelles plus Corinne, tu t'appelles Marie. Ah, c'est Marie. N'est-ce pas? Quand je ferme les yeux, donc. Bon, alors tu es censé avoir les yeux fermés. Mais bon, sauf que là, je vais te demander de lire le texte. Alors, donc, Marie est venue me voir parce qu'elle manquait de confiance en elle. Et ça la bloque, notamment dans sa vie professionnelle. Elle est pharmacienne, ça se passe pas bien avec la responsable, elle n'arrive pas à se faire respecter et elle ne sait pas dire non. Et elle angoisse à l'idée de sa reprise de travail après son congé parental. D'autre part, elle a une amie qui lui propose de monter une pharmacie avec elle, mais alors vraiment, elle a trop peur, c'est juste pas possible. Bonjour Marie. Bonjour Edwige. Installez-vous confortablement. Je vous invite à vous mettre en relaxation comme nous en avons l'habitude. Évidemment, hein, ce n'est pas la première séance qu'elle fait. Et en repensant à votre blocage, vous demandez à votre sagesse intérieure de vous emmener à sa véritable origine. Et vous vous laissez guider. Et comment la Marie? Oh, je me sens mais oppressée. Comme s'il se passait quoi? J'angoisse, je suis serrée là. C'est comment autour de vous? Vaste, serré? Plutôt serrée. Et dans quelle position est votre corps? Je sais pas. Prenez le temps. C'est un peu comme si j'étais recroquevillée. Demandez à votre sagesse intérieure où elle vous a ramené. Je vois un fœtus. Du coup, vous êtes où à votre avis? Dans le ventre de ma mère. Et qu'est-ce que tu es en train de te dire en tant que bébé? On veut pas de... Et ça te met dans quelle émotion? J'ai peur qu'on me jette. Je vaux rien. Et comment tu réagis à la situation? Je suis toute crispée, paralysée. Je sais pas quoi faire. Et regarde comment ça se répète dans ta vie après. On va regarder comment ça boucle. J'ai toujours eu peur que ma mère me rejette. J'ai jamais osé lui dire que je voulais pas faire de la danse. À l'école, je me sentais tellement nulle que je n'osais pas aller vers les autres. J'ai peur de me faire virer si j'accepte pas de faire des heures sup. Maintenant, regarde à l'extérieur du ventre ce qui se passe pour ta mère. Elle découvre qu'elle est enceinte et elle se dit « Oh, mince, je suis enceinte, on n'est pas mariés. »
Et dans quelle émotion est ta mère? La peur. Et ça te fait quoi à toi de voir ta mère dans cet état? C'est ma faute. C'est moi qui la rends malheureuse. Et du coup, comment tu vas faire avec ça? Je vais me faire toute petite. Je vais pas prendre ma place. Je vais essayer d'être parfaite pour la déranger le moins possible. Regarde, comment ça se répète dans ta vie après? J'ai toujours été très sage. Petite fille modèle, bonne élève, ne jamais poser de problème. Je veux que tout soit parfait dans mon métier. C'est pareil, ça m'épuise d'être parfaite pour tout le monde. Et avec tous les efforts que je fais, c'est jamais assez. Donc, c'est à partir de ce moment-là que je vais utiliser le bon sens pour tenter de changer ses croyances. Marie, comment on fait les bébés? Est-ce que c'est la cigogne qui t'a ramené là? Non, c'est mes parents qui ont fait l'amour. Oui. C'est ça. Et comment tu t'y es prise pour les obliger à concevoir ta première cellule? Ouais, je ne les ai pas obligés. Eh non, c'est ça. Et du coup, qu'est-ce qui fait que tu es là? C'est eux. Exactement. Et qu'est-ce que ça change pour toi? Je me sens moins pressée. Je respire mieux. Donc là, déjà, il y a un changement. Il n'y a plus de faute et plus de culpabilité déjà. Et Claire, maintenant, pourquoi ta mère a si peur? Qu'est-ce que tu perçois? Elle a une peur panique d'être rejetée par sa famille. Parce que à cette époque, concevoir un enfant hors mariage, c'est juste pas possible. Et ta mère, finalement, elle t'a gardé ou pas? Ah oui? Et oui. Donc, si je comprends bien, ta mère t'a gardé malgré toutes ses peurs. Qu'est-ce que ça prouve de ta valeur? Ah, en fait, j'ai énormément de valeur. Elle a pris tous ces risques rien que pour moi. Et c'est ça. Et vous, vous prendriez des risques pareils pour quelqu'un dont vous vous fichez éperdument? Alors, avec cette nouvelle conscience, qu'est-ce que ça change en toi? C'est bizarre. Je sens l'amour de ma mère. Pour la première fois. Et du coup, est-ce que tu vas continuer à être paralysée, à t'épuiser, à être parfaite? Ben non. Là, je peux bouger, prendre ma place. Je suis confiante. Alors, avec cette belle énergie, cette nouvelle conscience, regardez ce que ça change dans l'adulte d'aujourd'hui. Je me sens capable de retourner au travail. Et c'est bizarre, ça me met en joie de penser au projet de pharmacie que m'a proposé mon ami. J'ai même envie de l'appeler. Voilà, et le positif s'installe donc durablement dans l'adulte qu'elle est. Et elle ressort de la séance avec une nouvelle énergie. Et cette énergie positive, en vert, donc maintenant, est intégrée au niveau du corps et ça va boucler en positif. D'ailleurs, à la séance suivante, Marie m'a dit « Je suis trop contente, j'ai réussi à dire non à ma chef et en plus, elle a bien réagi. » Donc peut-être qu'elle se faisait une montagne aussi de dire non. Hein. Et à l'issue de sa sophroanalyse conscience CA, Marie, parce que bien entendu, il y a eu plusieurs séances quand même, Marie a su s'affirmer dans son travail et elle a fini même par démissionner. Et elle a pu trouver les ressources en elle pour monter sa pharmacie avec son amie. Bonjour Marie. Bonjour Edwige. Alors, installez-vous confortablement. Je vous invite à vous mettre en relaxation comme nous en avons l'habitude. Évidemment, hein, ce n'est pas la première séance qu'elle fait. Et en repensant à votre blocage, vous demandez à votre sagesse intérieure de vous emmener à sa véritable origine. Et vous vous laissez guider. Oh, je me sens oppressée. Comme s'il se passait quoi? Je sais pas. Là. Oui. C'est très... Position est votre corps? Je sais pas. Prenez le temps. C'est un peu... D'accord. Tenez. Du coup, vous êtes où à votre avis? Et
bébé? On veut pas de toi, hein? Voilà. Je suis toute paralysée. Quoi faire? Alors, vous voyez, être dans ta vie après, on va regarder comment ça boucle. J'ai tout rejette. J'ai jamais dit que je voulais pas faire de la danse. À l'école, je me sentais tellement nulle que je n'osais pas aller vers les autres. J'ai peur de me faire virer si j'accepte pas de faire des heures. Maintenant, du ventre, ce qui se passe pour ta mère. Oh, mince, je suis enceinte, pas mariée. Et dans quelle émotion? La peur. D'accord. Et de voir ta mère dans cet état? C'est pas ma faute qui la rend malheureuse. Et du coup, comment tu vas faire avec ça? Je vais me faire toute petite. Je vais pas prendre ma place, je vais prendre de place pour la déranger le moins possible. Vie après. J'ai toujours été très sage. Petite fille modèle, bonne élève, ne jamais poser de problème. Je veux que tout soit parfait dans mon métier. C'est pareil. Ça m'épuise. Et avec tous les efforts que je fais, c'est jamais assez. Donc, vous avez vu là le bon sens pour tenter de changer ses croyances. Marie, c'est les bébés. Est-ce que c'est la cigogne qui t'a ramené là? Non, c'est mes parents. Oui. C'est ça. Et comment tu t'y es prise pour les obliger à concevoir ta première cellule? Ouais, C'est ça. Et du coup, qu'est-ce qui fait que tu es là? Ben, c'est eux. Exactement. Et qu'est-ce que ça change? Je me sens moins pressée. Je respire mieux. Éclaire maintenant pourquoi ta mère a si peur. Qu'est-ce que tu perçois? Famille. Parce que à cette époque, concevoir un enfant hors mariage, c'est juste pas possible. Et ta mère, finalement, elle t'a... Ah oui? Et oui. Donc, si je comprends bien, ta mère t'a gardé malgré toutes ses peurs. Qu'est-ce que ça prouve de ta valeur? Ah, en fait, j'ai énormément de valeur. Elle a pris tous ces risques rien que pour moi. Et c'est ça. Et vous, vous prendriez des risques pareils pour quelqu'un dont vous vous fichez éperdument? C'est ça, hein? Alors, avec cette nouvelle conscience, qu'est-ce que ça change en toi? C'est bizarre. Pour la première fois. Et à t'épuiser à être parfaite? Ben non. Là, je peux bouger, prendre ma place. Je suis confiante. Nouvelle conscience, regardez ce que ça change dans l'adulte d'aujourd'hui. Je me sens capable de retourner au travail. Et c'est bizarre, ça me met en joie de penser au projet de pharmacie que mamie. J'ai même... Voilà, et le positif s'installe donc durablement dans l'adulte qu'elle est. Et elle ressort de la séance avec une nouvelle énergie. Et cette énergie positive, en vert donc maintenant, est intégrée au niveau du corps. Et ça va boucler en positif. D'ailleurs, à la séance suivante, Marie m'a dit « Je suis trop contente, j'ai réussi à dire non à ma chef. Et en plus, elle a bien réagi. » Donc peut-être qu'elle se faisait une montagne aussi de dire non. Hein. Et à l'issue de sa sophroanalyse conscience CA, Marie, parce que bien entendu, il y a eu plusieurs séances quand même, Marie a su s'affirmer dans son travail et elle a fini même par démissionner. Et elle a pu trouver les ressources en elle pour monter sa pharmacie avec son amie. Alors, je reprécise que la vraie séance a duré 1 heure. Là, c'est
uniquement un aperçu avec la notion de bon sens et que, évidemment, il faut parfois un petit peu plus de temps pour avoir les réponses aux questions. Merci Corinne. Merci. On rechange de place. Et voilà. Donc, c'est comme si, en fait, là, elle avait retrouvé, Marie, son petit embryon intérieur guéri dans le cœur. Marie, ce n'est pas la cliente qui souffrait de fibromyalgie, hein, c'était un autre exemple. Pilier spiritualité maintenant. C'est-à-dire que le deuxième élément qu'on va utiliser pour changer les croyances, c'est la spiritualité. Déjà, vous avez vu, pour accéder aux informations, on a fait appel à la partie spirituelle de Marie. Moi, au début de l'accompagnement, je lui ai demandé en quoi elle croit. Alors, elle aurait pu me répondre, mon être profond, ma sagesse intérieure, c'est ce qu'elle a répondu, elle, ma conscience supérieure, ma conscience extraneuronale, mon âme, la vie, le soi, ou parfois des personnes font partie d'une religion et elles utilisent des figures de leur religion. Donc, on va vraiment s'appuyer sur ce en quoi croit la personne. Cette partie supérieure d'elle-même qui sait tout d'elle et qui est bienveillante. Et ensuite, on va s'appuyer sur cette dénomination, donc par exemple la conscience supérieure, pour la guider là où elle a besoin d'aller, pour aller à l'origine de son blocage. Et là, justement, cette cliente qui souffrait de fibromyalgie, le premier événement où elle est allée, eh bien, c'est là où elle s'est sentie doublement coupable, par rapport à sa mère et par rapport aux jumeaux. Avec la sophroanalyse consciencia, ce n'est ni le praticien ni votre ego qui mène la séance, c'est votre conscience supérieure, votre âme, etc. Qui vous emmène là où vous avez besoin d'aller par rapport à votre blocage. Seule votre âme, votre conscience supérieure, connaît la complexité de votre construction psychique unique. Et elle ne vous permet de contacter que ce que vous êtes capable de gérer ce jour-là, ce qui garantit la sécurité de cette méthode. Donc vous avancez au rythme qui est adapté pour vous. Et la guidance de l'âme, de la conscience supérieure, garantit aussi la pertinence parce qu'elle sait exactement dans quel ordre vous devez aborder les différents blocages pour vous en sortir. De plus, en plus du bon sens, la conscience supérieure donne à la personne les messages qu'elle a besoin d'entendre pour avancer, qui seront toujours des messages qui vont aller dans le sens de l'amour de soi d'abord et des autres. D'autre part, la conscience supérieure va donner à la personne le sens de ce qu'elle a vécu. Chaque épreuve que nous vivons dans notre vie nous oblige à développer une ressource pour y faire face. Dans l'exemple de Marie, c'était essentiellement le rejet qui l'a obligée, elle, dans sa vie, et je lui ai demandé, hein, c'est pour ça que je peux vous le dire, à développer cette notion d'amour. Et pour elle, c'est vraiment une valeur forte. Et c'est grâce à ça qu'elle a développé, grâce à ce qu'elle a vécu dans le ventre de sa mère. Pour la personne qui souffrait de fibromyalgie, eh bien, cette culpabilité l'a obligée à développer une bonté très forte. Et c'est une valeur vraiment forte pour cette personne. Et c'est grâce à ça, grâce aux différents événements qu'elle a vécu, qu'elle l'a développé. Pour moi, si je reprends l'exemple de l'abandon, ce que j'ai été obligée de développer pour faire face à ça, c'est l'autonomie. Et ça a toujours été une valeur forte chez moi, et c'est grâce à ça que j'ai développé. Alors évidemment, tant qu'on a la peur du rejet, tant qu'on a la culpabilité, tant qu'on a la peur de l'abandon, donc cette émotion qui est encore là, ça fonctionne pas super bien. Mais quand on libère ces croyances limitantes avec les émotions qui y sont associées, eh bien, cette ressource, elle peut s'exprimer pleinement. Et c'est comme ça, avec le sens, qu'on peut rentrer vraiment en résilience, une résilience profonde que je qualifierais même de spirituelle. On peut être vraiment en paix avec son histoire. Vous savez, si je repense à ma vie, alors là, j'ai donné qu'un exemple, hein, mais si on me donnait le choix, là, de recommencer ma vie à zéro, sans toutes les blessures que j'ai pu vivre, sans les événements marquants, ben, je ne serais pas du tout la personne que je suis aujourd'hui. Alors, évidemment, aujourd'hui, je suis loin d'être parfaite, mais j'ai développé des ressources dont j'ai besoin aujourd'hui. Et c'est pour ça que je pourrais tout refaire, je serais pareil, parce que je suis fière des valeurs que j'ai développées. Donc, c'est cette notion d'acceptation qui se met en place progressivement, séance après séance, en comprenant le sens de chaque événement que nous avons vécu.
Et ça, c'est très, très important pour cette notion de spiritualité. En tout cas, c'est la définition que j'y donne, moi. Et tout ça permet d'avancer. On va passer maintenant au pilier neurosciences. Alors, les neurosciences, c'est la science qui démontre la capacité du cerveau humain à changer de fonctionnement et surtout sur quels facteurs il est possible d'agir pour optimiser le changement. La sophroanalyse conscientia est opérative et efficiente car elle est basée sur les dernières connaissances en neurosciences. Et notamment ici, plusieurs techniques sont utilisées. Déjà, cette alternance de questions, croyances, émotions, comportements, les ressentis dans le corps, ça oblige la personne à une reconnexion intérieure qui favorise le changement par la suite. D'autre part, l'écoute du corps spécifique dans des techniques, pour ceux qui connaissent, comme Tipi, Nerti ou encore Vipassana, et les stimulations bilatérales alternées qu'on retrouve dans le MDR, quand on les utilise à des moments vraiment pertinents, ça permet de contacter un trauma, parce que parfois, c'est trop dur, on ne peut pas avoir l'info. Ça permet également de libérer la charge émotionnelle au niveau du cerveau archaïque, corporellement, pour sortir du figement corporel et psychique. Ça permet d'aider le client aussi à lâcher le mental, qui a tendance à tourner toujours en boucle et qui peut saboter un peu la séance. Et ça permet aussi d'intégrer le positif de manière beaucoup plus profonde que juste la sophroanalyse sans les neurosciences. Donc, toutes les nouvelles compréhensions et les nouvelles énergies sont vraiment intégrées corporellement. Et ça change pas mal de choses. Donc, ça permet d'optimiser le changement en intégrant corporellement l'information mentale. Ce que j'appelle l'information mentale, c'est l'inversion des croyances. Donc, grâce à ces 3 piliers, on obtient une méthode complète, profonde et efficace qui permet de lever les blocages. Dès la première séance, on identifie les croyances verrouillantes grâce à l'écoute du corps. Dans les séances suivantes, on va continuer avec le pilier psychologie pour libérer la charge émotionnelle des souvenirs conscients. Déjà, on commence avec des séances de sécurisation avec des souvenirs conscients. Éventuellement, quand c'est nécessaire, on peut utiliser les neurosciences s'il y a des petits blocages là qui se manifestent. À partir du 9e rendez-vous seulement, on introduit cette notion de spiritualité pour libérer les blocages qui se situent dans l'inconscient et amener du sens. Et les neurosciences, pendant tout le parcours, vont aider à dépasser les blocages qui se manifestent en séance, à libérer la charge émotionnelle traumatique et d'intégrer l'énergie positive dès les premières séances de manière relativement rapide. Ce que je trouve intéressant, c'est que les personnes que je suis actuellement sont pour la plupart des thérapeutes qui ont déjà beaucoup travaillé sur eux, qui ont fait beaucoup de thérapie, qui ont fait beaucoup de formations. Et pour autant, ils relèvent le fait que la sophroanalyse leur permet de connecter des sensations dans le corps et des émotions qui jusqu'alors restaient au niveau du mental. Le premier résultat que j'ai, c'est que le fait d'obtenir cette connexion dans le corps permet de transformer les choses. J'ai 2 clientes pour qui ça a été vraiment bénéfique parce qu'elles étaient vraiment coincées et ça a débloqué pas mal de problèmes. Elles ont vraiment trouvé ça extraordinaire, elles s'étaient enjouées de voir les résultats qu'on pouvait obtenir en fait. J'ai déjà eu des retours où les clients notent de vrais changements visibles dans leur vie. Ce sont pour beaucoup des personnes qui ont déjà eu une expérience de la thérapie différente et qui trouvent dans la sophroanalyse une pratique d'accompagnement beaucoup plus efficace rapidement. Si vous voulez retrouver ces témoignages de mes élèves, il suffit d'aller sur le site internet consciencea.fr dans « Je souhaite me former », sophroanalyse consciencea, donc découvrir la formation complète. Et là, il y a une vidéo, c'est moi qui parle, mais à la minute 1, vous avez les témoignages des élèves qui ont fait la formation de sophroanalyse consciencea.
pour revenir sur le choix du mot conscientia, pourquoi conscientia? Parce que, en fait, chaque séance, ce sont des prises de conscience. Et moi, j'ai remarqué dans ma vie que c'était les prises de conscience qui faisaient avancer. Donc, je trouve ça intéressant. On fait appel à la conscience supérieure du client et on met de la conscience sur tout ce qui était inconscient. Et en fait, au début, je voulais appeler ça conscience et action, mais en fait, c'était déjà pris. Et je me suis finalement dit que action, c'était peut-être réducteur, puisque c'est conscience et action, mais aussi conscience et amour, conscience et acceptation, etc. Conscience et avancée. On y met le A qu'on veut finalement. Donc, ça fait conscience et A. Voilà. Donc, vous avez vu que c'est quand même complexe, il y a quand même pas mal de choses à maîtriser. C'est pour ça que c'est une formation qui est relativement longue, 45 jours, sur environ 2 ans, que j'ai séparée en 3 étapes. Conscience CA, je vais juste vous donner l'essentiel, sinon vous avez le programme sur mon site internet. La partie 1, Conscience CA, donc dure 15 jours. Ce sont les séances guidées par le praticien Conscience CA et la gestion des résistances, notamment par les neurosciences. Donc on va retrouver le pilier psychologie, le pilier neurosciences et notamment la détection des croyances verrouillantes sur 2 séances avec le client. Donc les élèves apprennent à mener un protocole thérapeutique, donc des séances structurées et définies à l'avance, tout en s'adaptant aux spécificités du client, notamment à ses résistances, donc grâce aux neurosciences. Ce niveau permet déjà à la plupart des clients d'atteindre 50 à 80% de leur objectif de thérapie, ce qui est énorme en 8 rendez-vous seulement. Alors évidemment, des personnes qui vont avoir des grosses résistances, elles ne vont pas atteindre 50% de leur objectif comme ça, mais la plupart des clients, vraiment. Et si ce n'est pas le cas, c'est parce qu'il y a vraiment des grosses croyances verrouillantes. Et on peut les avoir avec la partie 2, donc sur 21 jours, les séances guidées par la conscience supérieure du client, qui va permettre d'accompagner votre client là où sa conscience supérieure l'amène. Et c'est là qu'on va pouvoir traiter tout ce qui est de l'ordre de l'enfance, la vie intra-utérine, la naissance, le transgénérationnel, les vies du passé et les traumas. Et la partie 3, 9 jours ou plus, intégration, installation, psychopathologie pour ceux qui ne sont pas déjà formés et certification. Alors là, c'est une partie qui est modulable puisque suivant les besoins, on peut mettre plus de jours ou moins. Évidemment, si vous êtes déjà formé en psychopathologie, ce sera moins que 9 jours. Et pour les personnes qui ont besoin aussi de plus de temps pour intégrer, pour apprendre, ça peut être plus que 9 jours. Voilà. Parce qu'effectivement, moi, j'appuie ma pédagogie sur les principes de Maria Montessori. D'ailleurs, j'ai mis mes enfants en école Montessori parce que je trouve la pédagogie super. Et ce que je retiens de cette pédagogie, c'est notamment le travail par petits groupes, la construction du cours d'après l'expérience et sa notion de sensoriel, donc c'est-à-dire de faire soi-même. Donc, on s'exerce jusqu'à ce qu'on y arrive. Donc, il n'y a pas de notes, pas de comparaison. On fait jusqu'à ce qu'on y arrive, point. Chacun de nous a ses qualités et ses handicaps, et ça, c'est quelque chose qu'on reconnaît, qu'on accepte, parce que à travers nos handicaps, on est forcé de développer d'autres qualités. Moi, par exemple, j'ai un handicap, c'est la mémoire. J'ai vraiment des gros problèmes de mémoire, mais du coup, j'ai développé des qualités qui me permettent quand même d'accompagner les personnes. Voilà. Chacun a son rythme, donc durée flexible, possibilité aussi de refaire des modules. Et après la formation, la bonne nouvelle, c'est que vous n'êtes pas seul. Il y a des rencontres qui sont organisées, des supervisions et l'ASAE, qui est l'Association des sophroanalystes d'Europe, dont je suis la représentante de la Bretagne. Les autres formations, donc, je propose également une formation en constellation familiale et systémique en cabinet sur 12 jours, sur les mêmes principes. Et les formations courtes pour praticiens installés. Donc, toutes les formations courtes, là, dont je vais vous parler, elles sont de toute façon incluses dans la partie 1 de la formation Conscientia. Questionnement ciblé sur 1 jour. Je vais juste lire les titres parce que de toute façon, vous avez tous les détails sur mon site internet. Objectif du profond et identification des blocages et résistances sur 4 jours. Libération des blessures conscientes de l'enfant intérieur sur 3 jours. Désamorçage des blocages et traumatismes par les neurosciences sur 3 jours. Le dernier jour, ce sera vraiment l'application à votre technique.
Accompagner un deuil sur 2 jours. Alors, accompagner un deuil, par exemple, on va utiliser l'aspect des neurosciences. Du coup, il y a nécessité en prérequis d'avoir passé la formation sur le désamorçage des blocages par les neurosciences. Et désamorçage des blocages de nature existentielle et spirituelle. Donc, pour la formation Conscience PA, eh bien, si ça vous intéresse, il suffit de prendre rendez-vous pour un entretien qui permettra de vérifier si cette formation est bien adaptée à ce que vous avez besoin, tout simplement. Donc, vous pouvez prendre rendez-vous sur Internet ou en me contactant par mail, peu importe. Et petit mot de la fin, si vous hésitez, connectez-vous à votre cœur et votre cœur vous dira oui ou non de toute manière. Moi, c'est mon cœur qui m'a permis de dépasser mes peurs en fait. Mon cœur a dit oui. Voilà. Donc j'ai envie de vous dire, connectez-vous à votre cœur et vous aurez la réponse. Et c'est ce que j'ai envie de vous dire aussi parce que, bon, il y a beaucoup de personnes qui vendent des formations qui jouent un peu sur la peur. Si vous ne le faites pas, il va se passer ci, il va se passer ça. Moi, je n'ai pas cette éthique-là. J'aurais aussi envie de vous dire, écoutez votre cœur. Si vous sentez que ça vous parle, eh ben, c'est peut-être que c'est fait pour vous. Et maintenant, c'est la place aux questions. Il y a une nouvelle loi qui est passée en janvier 2023, où même le MDR n'est plus éligible au CPF. Donc, le MDR qui est reconnu par l'OMS, la médecine en France, etc., même ça, c'est plus éligible. Donc, tout ce qui est thérapie alternative, faut pas compter sur le CPF. Formation OPCA, c'est pareil. En fait, le truc, c'est que j'ai fait une petite vidéo d'ailleurs sur les financements de la formation. Quand on veut passer Calliope, etc., il y a des démarches à faire, mais c'est tellement coûteux comme démarche qu'on est obligé de monter les formations, le prix de la formation. Et en fait, on se retrouve avec des formations qui sont 2,5 à 3 fois plus chères d'après mes statistiques que j'ai vues sur Internet. Donc, en fait, vous avez une réduction, mais au final, ça vaut pas la différence de prix. Vous n'avez pas besoin de payer toute la formation d'un coup. C'est-à-dire que vous payez module par module. Au moment de l'inscription, pour valider votre inscription, vous réglez le premier module, en fait. Et quand vous arrivez pour faire le premier module, vous réglez le module d'après. Voilà. Donc, il y a juste un module d'avance. Donc, on règle que 2 jours à la fois. Et il faut savoir aussi que dans la formation, vous êtes invité d'abord à vous entraîner sur vos collègues et ensuite à vous entraîner sur des volontaires. Et les volontaires, c'est pas forcément bon de vous entraîner avec des volontaires gratuitement parce qu'il faut que la personne y mette aussi de l'énergie, y compris de l'énergie financière. Donc évidemment, vous ferez pas payer aussi cher que si vous êtes déjà installé. Mais cette petite participation, finalement, va en partie au moins financer votre formation. Si vous décidez de mettre ça en place, bien sûr. En tout cas, moi, c'est ce que j'avais fait. Dès le 6e jour, vous pouvez commencer à accompagner des volontaires. Donc, moi, je sais que j'avais démarré dès le 3e module. À la fin du 3e module, j'avais commencé à faire des conférences, à accompagner des volontaires. Et finalement, ça avait largement contribué au financement de ma formation. À la fin de ma formation, mon cabinet était plein déjà. Donc, voilà. Donc, faut pas forcément réfléchir en montant. Faut aussi comprendre que c'est quelque chose qui peut être financé progressivement par les personnes que vous accompagnez. Pour la formation sophroanalyse conscientielle, il n'y a pas de prérequis puisque tous les éléments sont donnés. En fait, la façon dont je l'ai fait, c'est que l'aspect théorique, je le donne par écrit. Alors, quand je dis théorique, c'est par exemple le jumeau perdu, la théorie, les connaissances scientifiques qu'on a là-dessus, etc. Donc, je donne à lire avant et après. Pendant la formation, je réponds aux questions. Mais ce qui fait que, par exemple, pour des thérapeutes déjà installés qui ont déjà ces connaissances théoriques, eux, ils vont pas avoir le sentiment de perdre leur temps. Mais pour ceux qui n'y connaissent rien, ils vont avoir quand même les bases. Et on utilise les bases de la psychologie uniquement qui s'appliquent à la sophroanalyse conscientielle. Donc, il n'y a pas forcément de prérequis. Tout est pris en compte. Pour la tarification, il y a 2 choses. Il y a la valeur que vous vous donnez à vous-même. Okay. Donc, évidemment,
on peut se dire, ben voilà, une séance, normalement, ça vaut, je sais pas, moi, je vais dire 70 euros. Je suis à 70 euros aujourd'hui, mais je viens de me former, je me sens pas du tout à l'aise avec un tarif pareil, je vais commencer à 40 euros, par exemple. Au moins, ça me permet de me lancer, parce que quelque part, si au niveau énergétique, je suis pas à l'aise avec 70 euros, ça va pas marcher. Donc, il faut juste trouver le tarif qui est correct pour ce qu'on peut accepter, pour la valeur qu'on se donne. Voilà. Après, évidemment, ça dépend aussi des régions. Si vous estimez que votre séance, elle vaut 70 euros, mais que vous êtes dans une région très pauvre où vous décidez de travailler à Haïti ou je ne sais où, et que 70 euros, c'est clairement pas à la hauteur des moyens, ben peut-être vous allez être amené à accepter de baisser les prix parce que aussi la vie est moins chère là-bas, j'en sais rien. Et inversement, les thérapeutes à Paris, par exemple, sont plus chers en général que dans les autres régions. Donc voilà, il y a un peu les tarifs des autres thérapeutes et il y a la valeur que vous donnez à vous-même. Et ça peut évoluer. Alors, les séances en visio, c'est efficace. Cela dit, pour les neurosciences, ça va être un petit peu plus délicat. Parce qu'en visio, le problème, c'est qu'on voit pas tout le corps. Et en sophroanalyse consciencielle, on va vraiment beaucoup observer le corps. Par exemple, si je vois que la personne commence à agiter son pied, ben là, moi, j'agite mon pied, vous le voyez pas. Or, bon, je vais tout de suite poser la question, tiens, qu'est-ce qui fait que vous agitez votre pied là tout d'un coup? Pile au moment où je pose telle question. Et la personne ne s'est pas rendue compte qu'elle a fait bouger son pied. Donc, elle n'a pas forcément pensé à me le dire. Donc, pour les personnes qu'on accompagne en visio, il va falloir vraiment mettre en place cet apprentissage chez la personne de vraiment exprimer tout ce qui se passe pour elle, en fait. Voilà. Et aussi, pour l'utilisation des simulations bilatérales alternées, eh bien, à ce moment-là, on va lui demander de le faire elle-même. Mais voilà, il faut que la personne soit à l'aise avec ça. Mais si c'est pas possible, de toute façon, on peut toujours trouver une autre astuce. Donc, c'est pas que c'est plus ou moins efficace, c'est que c'est un petit peu plus délicat à accompagner. Il faut penser à préciser certaines choses, mais c'est possible. Et ben les autres questions, ce sera par mail ou par téléphone ou comme vous voulez. De toute façon, je suis alors pas hyper disponible, mais je fais l'effort de me rendre disponible pour répondre aux questions en tout cas. Donc, je vous souhaite de tout cœur une belle soirée. J'espère avoir été claire. J'espère que les diapos étaient suffisamment clairs. En tout cas, j'ai passé du temps et du cœur. Et voilà. Je vous embrasse tous. À très bientôt pour certaines et bonne continuation aux autres. Au revoir.